6, le débat écho du vendredi. Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour. Bonjour. Alors c'est un défi qui vous est lancé ce matin, messieurs. On va parler des monnaies virtuelles, numériques, des crypto-monnaies. Le défi, c'est de rendre ce sujet compréhensible pour les profanes que nous sommes. L'actualité, c'est cette semaine l'entrée à Wall Street de Coinbase pour près de 100 milliards de dollars. Alors ça, c'est des vrais dollars. Coinbase est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Alors, on va voir si nous sommes face à une mode, une bulle spéculative. Mais d'abord, professeur Piketty, le maximum de pédagogie, s'il vous plaît, pour nous expliquer de quoi on parle et à quoi ça sert. Alors, normalement, le but, c'est de faciliter les paiements, les règlements sur Internet, mais aussi éventuellement avec votre magasin, avec votre téléphone portable. Bon, ça, c'est la théorie. Et il y a déjà plusieurs catégories de monnaie virtuelle. Donc ça, moi, je veux vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire, il y a une première catégorie qu'on connaît bien, qui est avec sa carte bancaire. On peut payer sur Internet, on peut payer sans fil dans un magasin. Il y a le compte PayPal, qui est un peu plus compliqué pour ceux qui ont. C'est-à-dire que vous l'alimentez avec votre carte bancaire ou votre compte bancaire. Mais ensuite, quand vous payez sur Internet, vous n'avez pas besoin de rentrer à nouveau votre compte bancaire. Vous mettez juste un mot de passe, votre email, et tout est censé être sécurisé comme ça. Après, vous avez une deuxième catégorie qu'on appelle vraiment les crypto-monnaies, où là, vous allez acheter une nouvelle unité. C'est-à-dire, au lieu que ce soit adossé sur des dollars, des euros, vous créez en fait une nouvelle unité monétaire, comme le Bitcoin. Et là, la sécurité des transactions, parce que c'est toujours ça le cœur du sujet, ça va être assuré de façon décentralisée par, en gros, des programmes informatiques qui vont s'assurer que le même Bitcoin, la même unité de Bitcoin que vous avez acheté, il n'y a pas quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète qui l'achète. Donc, c'est une histoire de code secret, de vérifier le programme. Bon, là, c'est compliqué dans les détails, mais en gros, c'est ça. Puis à quoi ça sert ? Vous avez une troisième catégorie. Vous avez une troisième catégorie qui, à mon avis, est la plus intéressante et la plus importante pour l'avenir, ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. C'est le fait que, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas que tout ça soit un service public où les banques centrales, et ça a déjà commencé à être expérimenté en Chine, en Suède. Alors, dans le cas de l'Europe, ça veut dire à la Banque centrale européenne, chacun, en fait, a un compte qui permet de façon gratuite et universel de faire des paiements, alors plutôt des petits paiements a priori, mais il faut essayer de se placer dans la perspective du fait que, historiquement, on fait des paiements avec des billets, des pièces, et ça, on est tellement habitué qu'on l'a oublié, mais en fait, c'est un service public. C'est-à-dire que, vous voyez, les pièces, les billets, ils sont fabriqués par l'État, qui en garantit qu'il n'y a pas trop de contrefaçon, il n'y a aucun frais de transaction, c'est ouvert à tout le monde, c'est anonyme. Tout ça, ce sont des choses que les banques privées, et certainement pas les crypto-monnaies, ne garantissent, parce que tout ce petit monde-là se met des commissions, les banques, c'est pas gratuit, et en fait, on a besoin d'un nouveau service public simplement pour pouvoir payer. Et donc, l'enjeu, c'est est-ce qu'on laisse Facebook ou tout ça développer ça à notre place, ou est-ce qu'il y a les banques centrales, en l'occurrence, qui développent ce nouveau service public, finalement, du paiement. Donc derrière tout ça, il y a de la spéculation, mais il y a aussi un vrai enjeu pour l'avenir. Et on continue sur la définition, l'explication, Dominique. Alors voilà, chacun a ses images et des façons de le dire, donc je vais dire la même chose, mais différemment. Voilà. Et je pense que c'est la rencontre, tout le sujet dont on parle, c'est la rencontre de trois choses. D'une technologie, d'une idéologie et de quelque chose qui est apparu, qui est la disparition du cash. Si on reprend, la technologie, c'est la technologie numérique. On connaissait évidemment l'électronique dans la finance. L'électronique, c'est les cartes bancaires, c'est la relation entre votre carte bancaire, votre banquier et un magasin. Le numérique apporte quelque chose, c'est que tout le monde est en contact avec tout le monde. Et à partir de là, un certain nombre de gens se disent, d'acteurs se disent, puisque tout le monde est en contact avec tout le monde, on peut se passer de ce qu'on appelle les tiers de confiance. Les tiers de confiance, c'est l'État qui garantit votre monnaie, ou c'est la banque qui garantit que vous avez de l'argent sur votre compte. On va s'en passer parce qu'au fond, et on touche au projet idéologique, au fond, on ne peut pas avoir confiance dans les États. C'est l'inflation. Par exemple, Joe Biden crée de l'argent par milliard, ça va créer de l'inflation. Mon argent, il va perdre de sa valeur. Je préfère avoir des crypto-monnaies qui sont des monnaies électroniques. Et à partir de là, vous avez les monnaies qui se créent comme le Bitcoin, qui sont des monnaies non pas artificielles, mais qui au début étaient uniquement un actif spéculatif. Et ça l'est encore pour l'essentiel aujourd'hui, mais on commence, y compris à Paris, à pouvoir aller dans des pizzerias et acheter, ou dans certains magasins, et acheter avec votre téléphone, c'est très concret, vous pouvez acheter avec des bitcoins votre pizza, payer votre repas, et petit à petit, c'est encore marginal. Mais évidemment, on se dit, c'est marginal, mais on se souvient qu'en 1995, on a dit, quand Internet est apparu, ça ne marchera jamais. Donc chacun est un petit peu en train de se dire, attention. Et projet révolution technologique,
enjeu idéologique. D'ailleurs, Hayek en avait parlé dès le début. Et ce qui est arrivé, et les banques centrales sont en train de récupérer ça en disant, au fond, tout le monde va vouloir se passer du cash. On n'a plus besoin de pièces de monnaie, on n'a plus besoin de billets de banque. Est-ce qu'on va remplacer tout ça par la monnaie électronique? Et les banques centrales, Banque de Chine, Banque centrale européenne, Fed, réfléchissent et disent, supprimons complètement le cash, les billets, et on va le remplacer par quelque chose estampillé, banque centrale. Peut-être qu'on se passera des banques à la fin, et c'est tout l'enjeu. Mais il y a un enjeu de liberté fondamentale qui est derrière. C'est que la Chine est en train, ces jours-ci, ces semaines-ci, de créer son yuan numérique, et évidemment, c'est une manière de tracer tout le monde pour savoir vous, votre monnaie, qu'est-ce que vous en faites précisément? Et l'euro numérique, on va y arriver ou pas? J'espère. Je veux qu'on continue à explorer ce que ça veut dire. Ça oblige les pouvoirs publics, et d'ailleurs ils le font, ils réfléchissent, mais je pense trop lentement, parce que derrière, effectivement, il y a un besoin de faire des paiements digitaux, et si on laisse des entreprises privées, parce que on parle de Bitcoin, on parle de Coinbase, mais il y a surtout derrière Facebook, il y a ce projet qu'il appelait Libra, qui maintenant s'appelle le Diem, parce qu'ils ont été arrêtés un peu en route par les autorités publiques européennes et États-Unis. Mais normalement, ce sont les États qui battent monnaie. Alors pourquoi Facebook? Parce qu'il faut que les États en fait proposent maintenant un nouveau service public monétaire. Comme je disais, une monnaie publique de banque centrale, une monnaie digitale de banque centrale, ce serait, dans le cadre de l'Europe, le fait que, alors c'est quand même révolutionnaire, ce serait que chaque résident européen, en zone euro tout du moins, a de facto un compte en banque centrale, directement en banque centrale, qui est totalement sécurisé par la banque centrale et qui permet. Alors, en principe, c'est sur des petits paiements, c'est-à-dire qu'après, sur des plus grosses épargnes ou des plus gros placements, la banque est toujours là et éventuellement propose une plus-value. Mais sur des petits paiements, la grande différence avec les banques, c'est qu'il faudrait que ce soit universel, parce que vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas de carte bancaire. Et d'ailleurs, c'est un enjeu en France, c'est un enjeu dans les pays pauvres. C'est tout à fait possible que beaucoup de pays pauvres, et de même façon que beaucoup de pays pauvres sont passés directement au téléphone portable, sans passer par le téléphone fixe, passent directement à la monnaie digitale de banque centrale, sans passer par l'étape banque privée, parce qu'on est sur des pays, par exemple la Banque nationale d'Haïti, en fait, a lancé une monnaie digitale où tout le monde aurait un compte directement à la banque centrale, parce qu'on est dans un cas où les gens n'ont pas accès à des services bancaires qui sont très chers. Le sujet dont on parle le plus dans le débat public, c'est le Bitcoin, $52 000, et on se dit c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est de la spéculation. C'est de la bulle, c'est de la spéculation. Voilà, alors justement, etc. c'est la question que je voulais vous poser. Mais ça n'est pas, et Thomas Piketty a raison, ça n'est pas le sujet le plus important actuellement, qui est effectivement l'idée, la monnaie numérique banque centrale, qui est qui fait peur aux banquiers, mais qui fait peur aussi, parce que vous savez, une fois que vous avez la monnaie numérique de banque centrale, beaucoup de gens, évidemment, réfléchissent, se disent, maintenant, on pourrait, comme la Banque centrale européenne a ses comptes pour 350 millions de personnes, si on veut relancer la machine et qu'on veut faire un peu de monnaie hélicoptère pour tout le monde. Alors là, c'est là que Dominique se panique complètement, mais si vous voulez... Finissez votre phrase. Le temps qu'il reprenne son souffle. Vous savez, la monnaie, ça va vraiment au cœur de la souveraineté de l'État. Et donc, une révolution monétaire de ce type-là, c'est pas juste technique. C'est-à-dire que derrière, vous créez une capacité à aider les gens à faire des paiements, mais derrière, ça veut dire aussi une capacité à faire d'autres choses. Moi, je pense qu'on peut l'utiliser pour le meilleur, mais il y a des résistances. C'est une révolution. En fait, si vous voulez, c'est une révolution. Il peut y avoir une coalition. Oui, mais il peut y avoir si on met les banques entre parenthèses, non, mais sauf que pour l'instant, on laisse surtout des nouveaux acteurs privés remplir ce vide. Et en fait, il peut y avoir une coalition, si vous voulez, des banques privées qui n'ont pas envie que les banques centrales fassent ce service public, et des nouveaux acteurs type Bitcoin ou Facebook qui ont envie de se sucrer, parce que là, l'introduction en bourse de cette semaine, ce sont des petits malins qui prennent une transaction de 0,5% sur chacune de ces transactions électroniques. Ils espèrent rafler la mise au niveau mondial. Vous pouvez imaginer pourquoi la capitalisation est très élevée. Et en fait, il peut y avoir une coalition de tous ces acteurs privés d'empêcher ce nouveau service public de se développer. Encore une fois, vous avez le Bitcoin, et les détenteurs se disent, au fond, je détiens de l'or, je détiens un Picasso, ça monte, ça baisse, et à la fin, je gagne de l'argent. Bon, voilà, ça, c'est le sujet dont on parle le plus. Mais c'est effectivement pas le plus important. Sur l'euro banque centrale, aujourd'hui même, vous avez un sens de l'actualité formidable, Nicolas Demorand, puisque la réunion des ministres des Finances de la zone euro, l'Eurogroupe, aborde ce sujet aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est en ce moment, mais dans les heures qui viennent, il y a un programme pour avancer. La question qui est posée, c'est que les Européens se donnent, disons Christine Lagarde, à la Banque Centrale Européenne, se donne 3-4 ans en disant il faut y aller doucement
pour une raison qui est sociale, qui est que la Suède d'ailleurs a un peu reculé sur l'euro, sur la monnaie banque centrale, parce que pour la couronne, parce que les SDF dans la rue, si on supprime le cash, il faudra garder un peu de cash vous êtes bien dans tous les gentil, cas, hein, on leur dit vous passez en monnaie avec votre téléphone portable, ils n'ont pas de téléphone portable et donc ils se retrouvent complètement nus. Et donc la Suède a un petit peu reculé. Et la Banque centrale européenne dit on se donne le temps de la réflexion. Sauf que, et je l'évoquais tout à l'heure, les Chinois, eux, avancent extraordinairement vite et ils veulent prendre dans ce domaine une avance technologique formidable. Comme dans beaucoup de domaines, ils veulent quasiment aller devant les Américains et devant les Européens. Ils pourraient proposer ça au niveau mondial aussi. Pardon, Nicolas, non, Thomas Piketty, pour une raison très simple, c'est un moyen pour les Chinois de dire la monnaie qui domine le monde aujourd'hui, c'est le dollar. Si nous imposons le yuan numérique, eh bien, nous allons nous passer du dollar. On n'aura plus besoin quand des Chinois vivent à l'étranger. Je suis désolé, je ne comprends toujours pas pourquoi je serais obligé de payer en yuan numérique plutôt qu'en euros. Vous comprenez que ce soit quand même contre-intuitif, voire de l'ordre de la science-fiction à ce stade. Non, le but, c'est de se passer du cash, c'est remplacer le cash. Voilà, avec votre téléphone portable. Il faut avoir cette image très simple. Allez, on passe au second sujet de ce vendredi, messieurs. Le FMI s'est inquiété hier de la situation économique de l'Afrique dans le contexte de la pandémie de Covid. Inquiétude aussi sur l'aide aux